Bonjour à tous, comment allez-vous? Bien? Ah, c'est les petits coquins à la Cité de la Réussite, parce que hier j'ai des débats animés, là, des gros sujets politiques, la confiance dans les institutions, la défiance, un mal français. C'était dans des petits amphithéâtres un peu cosy, on n'était pas si nombreux que ça. Et là, pour le sujet le plus intime du week-end, ils nous ont donné un plus grand amphithéâtre. Je crois que ça vous intéresse plus que les institutions. Alors l'amour, l'amitié, est-ce que la confiance est le socle de ces sentiments? Ça peut paraître bizarre de se poser cette question, car après tout, finalement, on peut penser que la confiance, c'est le moteur de l'amitié, de l'amour. C'est faire confiance à l'autre, accepter l'idée, peut-être par avance d'être déçu, ou pourquoi pas trahi. Est-ce que l'amour et l'amitié seraient devenus des terrains de défiance, à l'heure d'une guerre des sexes réactivée? C'est un peu le sujet du dernier livre d'un de nos invités. Et dans une époque où on sacre les pantoufles, pour reprendre l'expression de Pascal Bruckner, est-ce que nous sommes encore prêts à prendre des risques, le risque d'aimer ou de signer des pactes d'amitié? Alors c'est un sujet évidemment aussi intime. Si la confiance en l'autre s'impose comme une évidence dans le début d'une relation amicale ou amoureuse, est-ce que la confiance en soi n'est pas aussi importante? Est-ce qu'on peut soigner cette confiance? Est-ce qu'on peut l'apprendre? Alors, pour en parler, nous avons là, attention, du lourd. Alors, notre première invitée, elle s'est fait connaître, elle avait déjà 23 ans, extrêmement précoce, avec un roman, Monsieur, très remarqué par la critique, qui était, je crois, traduit dans plus de 14 langues. Elle a récidivé avec un roman en 2019 dont vous avez probablement entendu parler, qui est, selon moi, un des plus grands romans écrits sur l'organisation en entreprise, mais une entreprise spécialisée dans un commerce particulier qui est celui du désir. Et il s'agit d'un bordel berlinois. Ça s'appelait La Maison. Et puis là, elle a signé le roman probablement le plus brûlant, le plus incandescent, le plus à contre-courant de la rentrée littéraire, qui porte un drôle de titre, parce qu'elle nous expliquera pourquoi peut-être, alors qu'il parle d'une passion qui va se métamorphoser, se transformer en amour. Elle a utilisé un titre qui est un terme issu de l'obstétrique. Ça s'appelle le mal joli. Je vous demande d'accueillir Emma Becker. Bonjour Emma. Bonjour Sébastien. Tu nous viens de loin, je crois. D'Avignon. D'Avignon. Bon, notre deuxième invité, je dois dire, c'est le type dont je suis le plus jaloux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ma fille, qui a 16 ans, ne me parle que de lui. Elle me dit, j'essaie d'écrire quelques livres de journalisme, mais pourquoi tu n'écris pas comme David Fuenquinos? Pourquoi tu n'es pas aussi drôle que David Fuenquinos? Et elle lui voue un tel culte que pourtant le dimanche matin, c'est quand même à 16 ans, c'est pas simple de se lever avant, disons, 13-14 heures. Et ce matin, elle était debout à 6 heures pour venir écouter David Fuenquinos. Bon, j'ai vendu la mèche, c'est lui. C'est cet écrivain dont les livres sont à chaque fois des promesses de réconfort, de consolation. La vie heureuse, le dernier. Vous vous souvenez de Vers la beauté, la délicatesse.
Dans son dernier livre, La vie heureuse, son personnage fait l'expérience de sa propre mort en Corée, ce qui doit renvoyer David à une expérience qu'il a vécue, probablement un peu en partie, puisque à 16 ans, il a été opéré du cœur, et c'est peut-être là le secret de son talent pour faire chavirer les cœurs des lecteurs. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir David Fuenquinos. Bon, moi, j'avais cru comprendre, tu peux t'asseoir, David. On a cru tout à l'heure que tu étais parti dans un autre débat, et on s'était dit qu'avec Emma, ça c'était peut-être le début d'un prochain livre. Ouais, tu venais participer à un débat sur l'amour. Ils étaient très sympas, mais c'est beaucoup mieux ici. Dans un débat dans un autre amphithéâtre sur l'intelligence artificielle ou autre chose. Bon, moi je pensais, quand je lis les livres qui paraissent aujourd'hui, que maintenant on nous explique que tout s'explique, hein, l'amour, l'amitié, par le cerveau. C'est une science. On se dit, mais qu'est-ce qu'un sociologue peut encore nous apprendre sur l'amour, sur le couple? Alors lui, il en connaît un rayon, hein, parce que depuis maintenant, je ne sais pas, 20, 30 ans, il décortique le moindre de nos battements de cœur, le moindre recoin de notre vie conjugale, notre vie quotidienne. Il a analysé nos chaussettes, notre lit. Il connaît le couple par cœur, à savoir, c'est vrai qu'on ne va pas résister à la question quelle vie de couple il a, hein, sans être indiscret. Il a publié un petit livre justement qui était savoureux sur les petites vengeances dans le couple. Et le dernier s'appelle L'homme reconstruit, le couple confronté à la guerre des sexes. Il nous vient, lui, de Saint-Brieuc. Je vous demande d'accueillir Jean-Claude Kaufmann. Et enfin, un homme de science, un professeur de psychiatrie, mais aussi d'addictologie. Il dirige d'ailleurs ces services-là dans ces deux disciplines dans deux grands hôpitaux parisiens, notamment Bichat, Claude Bernard. Mais c'est aussi un auteur qui s'adresse au plus grand nombre, qui a publié des livres, notamment Révélez vos super pouvoirs, et qui nous explique aussi comment être en bonne santé avec Montaigne. Je vous demande d'accueillir Michel Lejoyeux. Alors, je vous rappelle le principe de la Cité de la Réussite. Nous allons avoir une rencontre qui va durer 1h30 et qui va se décomposer de la manière suivante. Au début, nos invités vont un petit peu, je vais poser à chacun une question sur le thème qui nous accueille aujourd'hui, qu'on va traiter aujourd'hui et sur leur actualité. Ensuite, les étudiants ont préparé des questions qui vont leur poser, il y aura un échange, et ensuite vous serez évidemment libre également d'intervenir et de leur poser des questions. Alors tout d'abord, Emma Becker, Le mal joli, oui, on est assez tous un peu intrigués par ce titre, donc je l'ignorais moi totalement, en termes d'obstétrique. Donc la passion, l'amour, ça renvoie à la douleur de l'accouchement. Oui, c'est une métaphore que j'ai filée parce qu'elle me plaisait. Peut-être que Beau je l'ai un titre. petit peu... Merci beaucoup. En fait, ma mère m'a parlé de cette formule-là, d'obstétrique, que j'ai trouvée très jolie. Et pour être moi-même passée par 2 fois par ces douleurs terribles de l'accouchement, je remarquais qu'il y avait dans ce terme très joli, de mal joli, une certaine, disons, condescendance, c'est-à-dire la condescendance de l'obstétricien qui voit sa patiente en train de hurler, et qui lui tapote sur l'épaule en lui disant « mais t'inquiète pas, c'est le mal joli, une fois que c'est fini, on l'oublie ». Et il me semblait que l'amour, dans un sens, était traité un petit peu de la même façon par tous les gens qui nous entourent et qui n'ont pas, eux, la chance ou la malchance d'être amoureux au moment où on a besoin de leur aide, et qui considèrent que l'amour, c'est unanimement une chance, un miracle, c'est merveilleux. En fait, tout comme l'accouchement, les douleurs de l'amour, les douleurs de la passion ont ce don pour complètement s'évaporer à partir du moment
où l'autre, où le bébé arrive. Et ne reste de cette souffrance terrible que de très très vagues souvenirs, c'est-à-dire on s'en souvient mais on ne le ressent plus dans sa chair. D'où pour moi l'intérêt de filer cette métaphore qui renvoie aussi à une problématique très féminine. Et comme je parle toujours un petit peu de ce qui se passe dans ma tête, enfin de cette existence de femme, il me semblait que ça faisait sens de combiner ces deux métaphores. David, alors dans le roman de Emma, on est beaucoup dans l'action. Merveilleux roman. Très très beau roman. Toi, pour, je dirais, filer la métaphore, non pas du mal joli, mais d'un titre d'un de tes livres, Le potentiel érotique de ma femme, on a le sentiment que ce qui t'intéresse plus, c'est le potentiel dans l'amour, le potentiel amoureux. Oui, tu me renvoies assez loin là. C'était 2004, c'est mon premier livre d'ailleurs qui a marché un tout petit peu, mais beaucoup grâce au titre. Le potentiel érotique de ma femme, mais les gens étaient un peu déçus parce que c'était pas du tout érotique. Et à l'époque, on avait mis roman non autobiographique, pour bien préciser voilà les choses. D'abord, je voulais vous dire que moi, quand j'ai reçu cette invitation, j'étais très content parce que j'ai vu Sorbonne, donc j'ai tout de suite dit oui. Je savais pas que ça serait toi qui allais mener cet entretien. Moi, je suis tellement jaloux de toi. T'as vu ce physique de rêve. Je savais pas que voilà, j'ai tout de suite dit oui parce que pour moi c'est une émotion incroyable. J'ai été étudiant ici il y a quelques années et j'ai été tassé dans cet amphi-là voilà, pour découvrir et apprendre notamment Proust et puis Montaigne et puis voilà, toute la littérature française. Donc c'est une plongée pour moi extraordinaire voilà, de revenir ici. Sauf que, effectivement, après je vois le thème, la confiance en soi. Donc là je me dis c'est un peu ironique. Parce que moi, ici... Toi, tu es un modèle de confiance en soi. Moi ? Pas du tout. Oui. Ma confiance a été quotidiennement brisée ici à la Sorbonne, puisque c'est extraordinaire pour moi de revenir ici à la Sorbonne avec, voilà, dans ces conditions, avec, voilà, pour faire un débat, avec ce physique extraordinaire qui est devenu le mien. Parce que je fais un débat sur la confiance en soi, ici, dans cet endroit où j'ai pris tellement de râteaux, où entre 18 et 20 ans, comme ça, j'étais une sorte d'Antoine Doinel dépressif. Et voilà, je errais comme ça en rêverie sentimentale. Et vraiment, ça a été des années vraiment de grande souffrance affective. Jean-Claude Kaufmann. Alors, est-ce que... Moi, c'est une catastrophe, hein, parce que j'ai été enseignant ici. Hein. Ah là là. Ah, la meilleure je suis position. désolé, vraiment. Qu'est-ce que vous avez enseigné ? La sociologie. Ah oui. Dans un plus petit amphi, l'amphi Descartes, hein, pour les 3e cycles. Bon, dites-moi, là, je suis très indiscret. Hein. Mais quand je regarde votre bibliographie, quand on a pu consacrer autant de livres au couple, ça veut dire qu'on est très vieux. Que vous scrutez, je me dis, mais... Ou qu'on a beaucoup d'expérience. Quelle vie amoureuse il a, Jean-Claude ? Non. Moi, j'interroge les gens. Je ne parle jamais de moi dans mes livres. Vous ne vous interrogez jamais vous-même ? Pardon ? Est-ce que vous n'étudiez pas comme objet de votre propre étude ? Alors, il y a plusieurs manières de faire la sociologie. On peut se protéger derrière les pures statistiques. Ce n'est pas la seule manière de faire de la sociologie. On peut la faire de manière qualitative, de manière anthropologique, en interrogeant les gens. Mais pour comprendre leur vie des gens, il faut se mettre en miroir d'eux-mêmes. Il faut plonger avec ses propres émotions dans leurs émotions. Donc, bien sûr, ce que je vis, mais ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire parce que c'est une catastrophe. Moi, dès que j'arrive chez moi, tout le monde le sait, je dis « je débranche ». Avec mes amis, je vous raconte une petite anecdote. J'ai fait un livre sur les repas, et notamment les repas entre amis, où, premier temps, ça se passe extraordinairement bien. Par exemple, il y a des thèmes tabous dans les repas entre amis. C'est la météo, hein, parce qu'on peut parler un peu de la pluie et du beau temps, mais pas trop, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. On est là entre amis, et le deuxième thème tabou, c'est « je ». Il ne faut pas se mettre trop en avant, il faut aller plus loin dans l'amitié. Et là, on va vivre quelque chose de très fort, avec un thème de la confiance. Hein. On rentre dans la relation avec l'autre. Et dès que le repas est fini, c'est terrible. On va débriefer. Et t'as pas vu le rôti, encore son vieux truc qu'elle nous a fait tout sec, mais c'est pas possible, etc. Parce qu'on est dans une société qui brise l'estime de soi. Ça vient très bien d'être expliqué. Donc, il faut reconstituer. Et une des manières le mieux pour reconstituer, c'est de débiner un petit peu ce qu'on adore vraiment, les amis les plus proches. Donc,
Et imaginez quand je suis invité avec mes amis, s'ils se disent il est là en train d'observer. Donc non, je ne suis absolument pas dans mes livres. Michel Le Joyeux, Jean-Claude Coman disait oui, on est dans une époque qui brise l'estime de soi. C'est vrai qu'on a l'impression que là, plus personne n'a confiance, c'est la défiance généralisée. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous savez, moi, Ça soigne la confiance? j'enseigne la psychiatrie à Paris-Cité dans des amphis qui n'ont rien à voir avec ça. Ça m'impressionne. Je me dis que je me suis trompé de discipline, quoi. J'aurais dû trouver quelque chose qui me permette d'enseigner en Sorbonne. Nous, on a des amphis à moitié vides, beaucoup d'étudiants en distanciel. Des étudiants, je suis très étonné que vous soyez silencieux et calme. Normalement, quand j'ai un amphi, vous voyez, ils nous envoient, dans les grands moments, quand ils sont très en forme, des poulets, par exemple. Vous voyez, moi, j'ai eu ça dans ma vie de prof. Pas évident, je ne sais pas sociologiquement à gérer quand vous avez le poulet qui arrive. Donc, j'ai une petite injection d'estime de moi. Et c'est vrai que quand un patient me dit, au fond, j'ai pas d'estime de moi, c'est ce que j'ai fait dans mon dernier bouquin, L'aventure de la bonne humeur, je leur dis, mais on n'a jamais de l'estime de soi spontanément. C'est hyper pathologique de se lever le matin. Moi, je trouve que c'est un signe d'une grande maladie mentale, vous voyez, de se lever le matin et de se dire « je suis une femme, un homme formidable, rien ne peut m'atteindre, les maladies passent à côté de moi, le climat, je risque rien, la politique, vous avez vu, c'est nickel. » Donc, voilà, moi, j'ai vraiment aucune atteinte de l'estime de moi, je suis en pleine confiance. Les quelques-uns qui pensent ça, nous les hospitalisons, que les choses soient claires. Voilà, donc j'en ai encore quelques-uns, j'en ai plein mon service, qui me disent « mais c'est dégueulasse, vous m'avez hospitalisé alors que j'ai vraiment une confiance en moi pas possible, etc. » Donc la confiance en soi normale, et je suis tellement heureux de lire vos livres, moi je me sens comme un... Voilà. C'est une confiance hésitante, et c'est une confiance qui demande des preuves. Hein, là, sinon, c'est une espèce de mythe du surhomme à moitié ou facho ou délirant. Donc, la confiance en soi, moi, quand quelqu'un me dit « j'ai pas confiance en moi », je lui dis « c'est très bien, on va un peu bosser, puis on va éventuellement chercher des petites zones, des petites expériences dans lesquelles vous avez confiance en vous. » Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous avons des étudiants qui ont préparé des questions après vous avoir lu, écouté. Qui veut commencer ? Ah bien, un micro. Bonjour. Bonjour, Titouan Colin Paseda, je viens de l'ENAC. Moi j'avais une question qui... Ah oui, c'est important. Dites-nous à quoi vous vous préparez. Vous Ah, voulez devenir je vais devenir contrôleur aérien, voilà. Ou Donc, aiguilleur du ciel pour... un homme à qui il va falloir faire confiance. C'est ça. On espère, on espère. Donc, Est-ce qu'un contrôleur aérien dévoré par la passion amoureuse, comme l'héroïne, comme dans le livre d'Emma Becker, on peut lui confier Je fais très bien mon travail. On change de voix. Ah, je dirais que oui. Moi, ce qui ferait peur au psychiatre que je suis, c'est le contrôleur aérien en plein chagrin d'amour qui se dit plus rien ne compte, allez, va, laissons tomber les avions. Mais je ne veux pas vous stresser la prochaine. Mais est-ce que non mais allons au bout du sujet. Est-ce qu'il y a des congés particuliers prévus pour les chagrins d'amour, pour les contrôleurs aériens, pour les peines de cœur? Oui. Certains en abusent, mais oui, bien évidemment que c'est prévu. Bon, posez votre Ça, question. c'est contre. Bon, ça rejoint un peu le chagrin d'amour, mais la question, elle est plutôt posée à vous, monsieur Jean-Claude Kaufmann, mais tout le monde peut y répondre. On dit souvent que quand la confiance est brisée, que ce soit dans un couple ou dans une amitié, il est impossible de la retrouver aussi belle que ce qu'elle était avant. Est-ce que, d'après vous, il y a une réelle possibilité, après une trahison ou après un manque de confiance, de la retrouver? Et si oui, quels peuvent être les moyens de la retrouver? Alors, on va retomber sur Terre. Hein. Alors, je ne sais pas, la confiance, la trahison. On ne peut pas parler comme ça au singulier avec un acte de trahison majeur. Il y a dans tous les couples, tous les jours,
des dizaines, des centaines, des milliers de micro-trahisons. Tout le temps. Vous êtes en train de... Je vais prendre toutes mes images sur le repas. Tiens, c'est parti comme ça. Vous êtes en train de manger avec votre partenaire conjugal. Il y a une petite notification. Vous regardez votre écran, peut-être sous la table même, comme ça. Trahison. Si en plus, c'est une espèce de blague qui vous est envoyée par un copain ou une copine et que vous rigolez, alors que juste avant, vous étiez complètement neutre et transparent à table, ça monte d'un cran, la trahison, déjà. Jean-Claude Kaufmann, j'ai une question. Est-ce que textoter, c'est tromper? Mais alors, vous employez les grands mots, tromper. Parce que confiance, trahison, on pense tout de suite sentiment, sexe. Grosse trahison. Voilà. Non, textoter, hein, T. Ah, oui. Alors, par rapport à ces micro-trahisons qui sont permanentes, toutes les petites crises au quotidien et aussi les petits agacements, la manière de toucher les objets, chacun a son système d'ordre qui est différent pour les objets. Donc la manière de faire de l'autre, le rapport au temple, toute une série de choses. L'autre reste un étranger. Tous les jours, on construit un monde commun, alors que l'autre reste un étranger avec ses différences qui agacent, qui provoquent des agacements que l'on refoule sans cesse. Mais ça, c'est des petites crises. Un petit agacement comme ça, c'est comme un petit coup de foudre à l'envers. C'est un arrachement avec des émotions négatives. Et par rapport à ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'après, on retourne vers l'autre. On reconstruit. Donc, c'est un travail de reconstruction permanente dans le couple. Maintenant, j'entends bien votre question, c'est plutôt la grande trahison, la surprise, la découverte d'une trahison sentimentale ou sexuelle, mais ce n'est qu'un élément plus fort, majeur par rapport à ce travail. Après, c'est la question de soi. Est-ce que je souhaite continuer dans cette histoire commune ou est-ce que c'est l'occasion de faire le point et de me reprendre mes billes et de partir. Mais sinon, il n'y a rien qui soit insurmontable. Si le désir est là d'être avec l'autre, on peut toujours trouver les moyens de repartir dans l'aventure commune. Sur ce sujet, moi j'aimerais avoir ton sentiment, parce que cette femme que tu décris dans ce livre, en partie toi certainement, il y a des sentiments destructeurs, mais aussi on a l'impression quand même d'assister à une reconstruction dans le chaos. Pour répondre à la question de notre ami contrôleur aérien. Oui, destruction dans le chaos. Oui, parce que la passion, lorsqu'elle intervient à un moment où votre vie est par ailleurs très organisée, avec un conjoint, des enfants, un endroit particulier où vous habitez, qui n'est pas celui où l'amant ou la maîtresse habite, vous êtes brusquement forcé de sortir d'une espèce de confort qui vous remet face à vous-même, à ce que vous ne voudriez pas voir ou supposer de vous. Et donc, c'est un travail d'arrachement à une sorte de mollesse, enfin en tout cas d'amollissement du désir, qui, je pense, dans une certaine mesure, est très bénéfique, parce que les moments où on se retrouve seul face à soi-même, à ce qu'on aimerait et ce qu'on ne veut plus, sont assez rares, je trouve. La vie est aussi organisée pour qu'on ait le moins de temps possible pour se demander si c'est bien ce qu'on a envie de vivre, qu'on est en train de vivre. David, comment tes personnages reconstruisent leur confiance? À un moment, ils sont un peu dans une impasse où ils tâtonnent, ils sont... Oui, il y a beaucoup d'impasses, tu as raison. En tout cas, je suis pas... Moi, Jean-Claude, je vous adore, hein, mais je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que tout soit surmontable. Et je pense qu'il y a des trahisons vraiment impardonnables, impossibles à dépasser. Si la personne pour moi, si je suis avec une fille et qu'elle textote devant moi, c'est fini, je romps immédiatement. Je veux dire, c'est insurmontable, quoi. Donc je m'arrête là, moi. Mes personnages, oui, ils sont très sympas. Et effectivement, ils vivent souvent de sortes comme ça d'interrogations. Moi, j'ai souvent le c'est sentiment pas l'excès de confiance qui les caractérise. Non. D'ailleurs, je me sens très à l'aise dans ce débat sur la confiance en soi. Étant moi-même... d'ailleurs, je pense que Emma aussi, tu peux être d'accord sur le roman particulièrement. Je pense, et d'une manière générale, c'est vrai que l'écriture, c'est cette sorte d'aller-retour un peu étrange, permanent entre la confiance et la non-confiance.
C'est-à-dire qu'on est tous traversés par des moments où on se dit, tiens, subitement, j'ai peut-être écrit une belle phrase ou compris quelque chose, et puis le lendemain, on se trouve pathétique et ridicule. Et donc, on a besoin, moi je trouve que la confiance, c'est quelque chose qui se nourrit en permanence du sentiment de ne pas avoir confiance. Je pense que j'ai dit la phrase la plus brillante Voilà. de cette matinée. Vous pouvez Donc tweeter. maintenant, je vous souhaite bon courage tous les trois. Voilà. Ça sera la fin de mon intervention. Est-ce que tu peux juste nous la rappeler, ta phrase, pour bien la graver? Elle avait été, Non, une elle avait fulgurante, été préparée. Je ne prépare jamais rien. Bon, Michel Lejoyeux, est-ce qu'on reconstruit la confiance après une trahison, par exemple? Moi, je suis d'accord avec David Fuenkinos. Les immenses trahisons sont vraiment, et on n'est pas angélique, des traumatismes. Mais la recherche d'une confiance absolue, pardon de le dire comme ça un peu en psychiatre, est souvent une position un peu paranoïaque, vous voyez. C'est-à-dire, je veux être totalement sûr de ce que tu fais minute par minute. Je t'ai mis un traceur. Et au fond, nous, ce qu'on apprend aux gens qui viennent nous voir, c'est plutôt ce qu'on appelle l'acceptation, la tolérance à l'incertitude, parce que c'est pas à vous que je vais dire que dans toute relation humaine, et les relations de couple n'y font pas exception, il y a de l'incertitude, il y a de l'aléa, et au fond, de ne pas espérer un autre qui serait une sorte de miroir dans lequel on aurait totalement confiance. Donc il y a un côté, dans l'attente d'une confiance jamais remise en cause, quelque chose qui ne laisse pas la place à une relation, à l'exception évidemment d'agression ou de transgression majeure. C'est pour ça que par exemple les thérapies modernes aujourd'hui sont des thérapies d'acceptation, où on s'entraîne à savoir jusqu'où on accepte, et ce qu'on a décidé d'accepter, eh ben on arrête de se polluer la vie avec. Alors, on va prendre une autre question. Bonjour. Bonjour. On m'entend? Oui. Je m'appelle Flore, je suis étudiante en communication au CELSA. Et moi, je me demandais, parce que dans la confiance, souvent, ce qui revient, c'est l'idée d'honnêteté, de transparence avec l'autre dans les relations. Et je me demandais à quel point c'est souhaitable d'être vraiment transparent et à quel point il faut garder une part de mystère, un jardin secret. Comment on trouve un équilibre? Tiens, on va demander à Emma de répondre. Je le sentais venir. Écoutez, j'ai toujours eu pour principe de ne pas faire porter à l'autre sa propre culpabilité tant qu'on peut faire cohabiter plusieurs chevaux dans le même... comment dire? Non, je vais reformuler. Moi, quand j'ai écrit ce livre, mon gros problème, c'était que cette histoire clandestine commençait à prendre tellement de place que je ne pouvais pas l'avouer comme j'aurais pu avouer une tromperie facilement pardonnable d'une nuit ou d'un quart d'heure. Là, c'était une histoire qui commençait à vraiment empiéter sur le reste de ma vie. Je pense que dans le cas des petits pas de côté hygiéniques, je suis pas un modèle de vertu non plus, mais en tout cas, c'est comme ça que je vis paisiblement, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui nous font ressentir une énorme culpabilité, et souvent, dans ces moments-là, on peut avoir le réflexe de se dire « je vais l'avouer, comme ça je suis pardonnable, et puis je vais me pardonner à moi-même ». Mais c'est en fait donner à l'autre la mission de partager une culpabilité qui nous appartient, qui devrait être notre problème. Et je tiens ça pour une forme de courtoisie. En revanche, dans le cas de quelque chose qui commence vraiment à empiéter sur votre existence, il y a toujours un moment où je trouve qu'il est plus destructeur de continuer dans le mensonge, de s'acharner à nier. Mais voilà, je n'ai pas de principe. Je crois qu'il faut essayer de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, et que la personne en face de nous nous fait sentir si oui ou non elle est capable d'entendre un certain nombre de confessions, s'il faut se mettre dans une espèce de bonne entente où chacun a un peu sa vie. Mais je suis très, très gênée je préfère que quelqu'un embraye, s'il vous plaît. Qui veut répondre sur la transparence? Jean-Claude Kaufmann. Oui, alors dans le conseil... C'était lors d'un déjeuner. Pardon? Ah oui, il faut que je trouve. Non, je ne vais pas trouver, je suis désolé. Dans le conseil conjugal, il y a vraiment un principe qui est toujours rabâché. Il faut tout résoudre par la conversation, il faut aller au maximum, il faut tout mettre sur la table.
Si vous voulez briser votre couple en moins de 2-3 mois, vous mettez tout sur la table, quoi. Alors, attention, principe absolu, il faut toujours, dans le couple, essayer de parler davantage, d'exprimer davantage tout ce qui peut être exprimé. Mais tout ne peut pas être exprimé. Donc, c'est important ce premier mouvement. Essayez d'aller toujours plus loin et de sentir que le couple est vivant et qu'il est dans cet effort, d'essayer d'aller plus loin dans l'explication. Mais il y a immensément de choses. Alors là, on est toujours sur les exemples de la trahison sentimentale et sexuelle. Moi, je redescends d'un cran, je prends l'exemple, alors c'est pas, faut que je trouve un exemple alimentaire, les petits agacements. Donc j'avais dans mon enquête une personne, je vais prendre cet exemple, elle était extrêmement agacée parce que la manière d'utiliser les couverts de son partenaire conjugal qui mettait sa propre cuillère dans le pot de confiture, alors que pour elle, le pot de confiture devait avoir sa propre cuillère, et il faisait du bruit en mâchant, quoi. Elle avait une fixation sur ce truc-là, et c'était un motif presque de rupture. En fait, ça révélait des insatisfactions plus profondes. Mais je reprends cet exemple qui était très, très intéressant. En plus, cette manière de faire, elle voyait que c'était en lien avec les pratiques dans la belle famille. Son beau-père faisait pareil. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre ce sujet sur la table ? Ta manière de manger me rappelle la manière de manger de ton beau-père. Parce qu'une manière de manger comme ça, pour la changer, c'est extrêmement difficile. On a des réflexes extrêmement profonds. Ce n'est pas du biologique, mais c'est extrêmement enraciné. Est-ce qu'on est encore fait pour vivre en couple ? Oui. Alors là, je demande 3 heures. Le couple est difficile aujourd'hui, hein. On pourra voir pourquoi, il est très fragile, il y a beaucoup de séparations, mais on a un besoin prodigieux du couple, et là je vais me taire parce que je vais rejoindre le thème de la confiance. Le nouveau critère du bon partenaire conjugal aujourd'hui, c'est en train de changer. Après le temps de la rencontre, parce que le temps de la rencontre, c'est d'autres critères, c'est complètement différent. Mais après, sur la longue durée, le conjoint idéal, c'est une sorte de thérapeute à domicile. C'est celui qui vous remonte le moral, qui reconstitue l'estime de soi et la confiance en soi. C'est pour ça que la relation de confiance mutuelle est si importante que ça. Et face à la destruction systématique de l'estime de soi dans la société d'aujourd'hui, eh bien, on a besoin du couple ou d'une relation d'amitié, toute forme de couple, une forme d'intimité, de relation mutuelle dans l'intimité, mais le couple se présente bien pour faire ça, qui fait du bien. C'est celui qui fait du bien qui remonte le moral. Michel Le Joyeux, est-ce que l'amour, c'est la quête du thérapeute de sa vie ? Moi, je plutôt pensais que le thérapeute peut être extérieur, mais sur ce sujet de la communication, peut-être que ce qui fait du mal à un couple, c'est de chercher une suite de moments de parfaite communication. Là encore, vous, Monsieur Kaufmann, certainement, mais dans la vraie vie, vous voyez, c'est pas ça. Et une des choses, il y a un modèle dans la communication qui est le modèle des canons qui visent une cible et qui explique que pour obtenir une cible, il faut être capable de rater la cible. Donc il faut se planter gravement. Allez, vous n'êtes pas mes étudiants, je peux le dire comme ça. Se planter grave quand on communique, être capable de reconnaître ses plantages et être capable de corriger. Donc moi, je serais très inquiet d'un membre du couple étant persuadé qu'il communique très bien, vous voyez. Parce que du coup, il ne reconnaîtrait pas les moments où il s'est raté. Ontologiquement, dans la communication, il y a des erreurs de communication. Et ces erreurs de communication, à condition qu'elles soient reconnues, qu'on ne s'obstine pas dedans, errare humanum est, perseverare diabolicum, c'est probablement comme ça. Donc vous voyez, il y a probablement aujourd'hui une sorte de perfectionnisme émotionnel. Je veux un couple jamais traversé de moments de doute, jamais traversé d'engueulade. Là encore, ces couples-là, je voyais un film récent avec une dame à qui on offrait un robot. Dans ce cas-là, il faut prendre un robot, il ne faut vraiment pas prendre un vrai monsieur, parce que les vrais messieurs, vous allez vous engueuler tout le temps avec eux, et c'est normal, et c'est ça qui les définit. Bon, David, je ne donne pas la parole, à moins que tu aies une nouvelle phrase définitive.
Sur la transparence ou le thérapeute? Non, mais moi j'ai un peu du mal avec les généralités sur le couple. Tu vois, Flore, tu poses une question sur est-ce qu'il faut tous dire, pas tous dire. Je pense que le couple, c'est un territoire autonome qui se crée à deux personnes et qui n'a pas de mode d'emploi, hormis le mode d'emploi de ces deux personnes. Moi, il y a certains couples où effectivement j'avais plus de transparence que dans d'autres histoires, où la personne avec qui j'étais ne me connaissait pas, ne savait même pas mon prénom. Et une autre question. Bonjour à tous, Bonjour. Tristan Heinemann, étudiant à Catch Business School. On a déjà parlé un peu des textos et pour prendre ce sujet, mais dans un cas un peu plus moderne, est-ce que vous pensez que l'omniprésence des réseaux sociaux à l'heure actuelle fragilise encore davantage la confiance dans les relations? Très bonne question. Bah, tu vas y répondre. Écoute, moi, il se trouve que le hasard a fait que j'ai créé un compte Instagram il y a quelques mois, au moment où j'ai rencontré la femme de ma vie. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Jean-Claude Kaufmann. Oui, vaste question qui dépasse, on a déjà parlé avec les dessous de table tout à l'heure dans le couple. Alors évidemment, dans le couple, parce que Internet, c'est pas du virtuel, hein, c'est des relations sociales d'un type différent, extrêmement souple, parce qu'on peut être anonyme avec un pseudo quelconque, et surtout on débranche quand on veut, c'est surtout ça. Le confort absolu et la violence pour celui qui est débranché quoi, hein, dans la relation. Donc dans la relation de couple, quand il y a un petit creux, un petit moment difficile, et il y en a plein, alors avec les explications, on vient d'en parler, qui sont difficiles, on peut reprendre son souffle en échangeant avec des copains, des amis, pour une relation comme ça, juste pour se faire du bien, voire un petit peu davantage. Donc c'est un élément de fragilisation du couple qui est certain. Maintenant, si on parle de l'ensemble des relations sur la toile, on voit à quel point ça marche à la confiance et à l'inverse de la confiance. Vous voyez, dans tous les contacts qui se nouent, on essaie de nouer autour de soi, là encore, un soutien à soi-même. T'es le meilleur, absolument, t'es la plus belle, t'as bien raison. Alors, toujours les mêmes phrases qui sont redoublées, mais qui font du bien quand même quand on les écoute. Ou bien à l'inverse, les injures sans limite contre les boucs émissaires que l'on trouve. Donc on passe d'une situation, d'une société qui était relativement cadrée, avec des institutions, des cadres sociaux qui définissaient les individus, qui étaient un petit peu prisonniers de ces cadres sociaux, à une société beaucoup plus liquide, qui se crée à partir des relations que l'on engage avec les gens, et c'est très rapide sur la toile. Et ça se joue avec les émotions. Donc, ou bien l'émotion de confiance qui va rapprocher, on va avoir confiance avec le petit groupe, une confiance aveugle avec le petit groupe qui dit la même chose que soi, et au contraire, on va être plein de haine vis-à-vis du groupe qui pense l'inverse de soi. Donc, la confiance, c'est vraiment une thématique d'aujourd'hui qui est au centre de notre société d'aujourd'hui. Emma, alors, dans le mal joli, on passe pas par Instagram, mais alors, on textote beaucoup. Est-ce que ça influence beaucoup, je dirais même, ça change le tempo même de la passion ou sa nature? Je crois que ça dépend des natures aussi. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à la communication par écrit et tout ce que ça suscite d'imaginaire, de fantasmes, d'illusions. Moi, j'ai eu beaucoup d'histoires sur Internet qui n'ont mené à rien, mais qui, pendant les quelques mois où on s'écrivait, il n'y avait strictement rien d'autre. Donc, je pense qu'il y a effectivement une source d'enrichissement là-dedans, dans la multiplication des moyens de s'écrire, des moyens de communiquer les uns avec les autres. Mais je crois que c'est aussi le terreau de fantasmes et d'illusions qui sont là tout prêts à être déçus. Cette multiplication des plateformes, j'imagine, suscite une certaine inquiétude parce qu'il n'y a effectivement qu'à se saisir du portable de l'autre pour découvrir une facette de sa vie imaginaire, de sa vie intérieure qui peut-être n'était pas située au même endroit avant qu'il y ait tous les réseaux sociaux, Internet et tout ça. Mais moi, je trouve que la communication par écrit aussi tapisse effectivement une histoire d'amour, l'enrichit. Michel Joyeux, est-ce que cette multiplication des canaux de communication, cette multiplication des possibles amoureux, en quelque sorte, nous rend pas paradoxalement en même temps assez malheureux, oui, frustrés? D'autant plus qu'on est jeune.
Et vraiment, là, il y a quelques données indiscutables. Mon collègue et copain Boris Cyrulnik l'a dit. Amine Benhamina a conduit une mission à la demande du président sur les écrans. Plus on est jeune, plus on est au moment où on construit son identité, où on construit sa relation à l'autre, plus toutes ces bizarreries qu'on peut trouver sur Internet vont être extraordinairement toxiques. Donc, sur les adultes, vous en avez parfaitement parlé, nous nous battons chez les enfants et chez les adolescents, et c'est aujourd'hui un sujet de préoccupation vraiment de santé publique. Un gamin qui va avoir une représentation de ce qu'est la vie sexuelle à partir de représentations pornographiques, à partir de tout ça va être extrêmement destructeur. Donc je serais tenté, en tout cas médicalement, d'être assez tolérant pour ce qui concerne les adultes et extraordinairement vigilant, voire interdictif pour les plus jeunes. Jusqu'à quel âge ? Alors, ce qui est, il y a deux, trois études tout à fait convaincantes. Il y en a une chez des adolescents qui montre que plus on a de copains en ligne, très impressionnante, plus on est exposé au risque suicidaire. C'est-à-dire que plus on a d'admirateurs en ligne avant 18 ans, dans cette période 16-18 ans, qui est la période de fabrication de l'identité, plus souvent ces copains vont pouvoir vous lâcher, vont pouvoir tout d'un coup, alors qu'ils vous disaient des choses formidables ou s'enticher de je sais quelle opinion politique. Donc, jusqu'à 18 ans, et probablement, on avait quand même cette idée de pas d'écran avant 3 ans, qui est quand même une bonne médecine. Quoi, si on peut protéger, si on peut ne pas laisser comme babysitter aux enfants, parce que ça marche tellement bien, ces trucs colorés, avec des pop-up, etc., ils vont tellement vite déclencher une addiction. Donc là, il y a un sujet. Et puis après, les adultes que nous sommes vont gérer les aléas de tout ça. Et 2 éléments de danger. 1, les plus jeunes. 2, quand ils sont tout seuls face à ça. Sans compter d'ailleurs la possibilité d'emprise par des pervers qui écument ces sites dans lesquels sont les enfants et qui vont pouvoir les utiliser. Donc là, il y a un vrai sujet sur lequel on n'a pas de doute du fait qu'il faut avoir une vigilance, voire une posture d'interdiction bénéfique. Oui, d'autant plus que même parfois, on a parlé beaucoup d'amour, mais dans l'amitié, on voit des amitiés au lycée ou autres rompues publiquement dans des boucles ou sur les réseaux, ce qui rend, enfin, il y a une humiliation. Avant, on pouvait se convoquer dans un coin et se mettre une bonne tête, mais là, c'est un bon coup de boule, mais là, maintenant, c'est autre chose, c'est public. Et mes copains pédopsychiatres le disent, ne mettez pas de photos de vos enfants sur les réseaux sociaux. Faites-vous tout ce que vous voulez, laissez-vous embarquer dans ce que vous voulez, mais il y a un danger à médiatiser, que ce soit des jeunes enfants ou des adolescents. Ils le font suffisamment eux-mêmes, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette utilisation des photos d'enfants. Là, il y a un sujet de santé publique, un truc qui est nouveau, qu'on n'avait pas vu venir, et qui est un vrai sujet de préoccupation, j'allais dire médicale. Alors, on va prendre une pas autre très question. drôle, mais réel. Bonjour. Clara Marigot, du coup, je suis étudiante en sciences politiques et du coup, je voulais revenir sur la confiance dans les relations amoureuses. Comment on conserve une confiance dans sa relation amoureuse quand on n'a pas confiance en soi? Est-ce que finalement nos doutes intrinsèques vont pas se projeter dans la relation et vont créer des non-dits en fait avec le partenaire et on va pas forcément oser lui dire ce qu'on ressent parce qu'on a peur? Et est-ce que du coup, dans quelle mesure c'est un frein et dans quelle mesure on gère ça en fait? C'est plutôt un conseil en fait que je prends gratuitement. On va demander à David, parce que comment un homme qui a aussi peu confiance en lui est devenu l'incarnation du French lover là? Moi? Ouais. Ah oui. Tu t'appelles Clara, mon prochain livre s'appelle Tout le monde aime Clara. C'est un livre sur toi. Donc tu vois, rien que ce titre-là devrait te donner confiance. Voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose... Il y avait un livre magnifique dont le titre est... Emma, tu vas m'aider peut-être. C'était sur l'amour, ce besoin irrépressible d'amour qui est impossible à rassasier. Ah, oui, c'est à peu près ça. Tu vois, bon, bref, un titre magnifique. Et justement, je pense que ça, c'est un puits sans fond. Je pense que notre besoin d'amour est impossible à rassasier. Merci Emma. Je voilà, crois, je savais, c'est pour ça. Moi, je demande toujours à faire des débats avec Emma Baker parce qu'elle complète ma pensée souvent imprécise et improbable. Tu vois, moi, je crois que tu es très mal barré, qu'on est mal barré d'une manière générale, contrairement à nos 2 camarades assez positifs.
Nous sommes les écrivains un peu dépressifs de cette rencontre. Moi, je crois que les failles de l'enfant sont impossibles à penser. J'ai plusieurs de mes livres qui évoquent ça, même quand j'ai écrit un livre sur John Lennon, par exemple, tu vois, qui devient, parce que tu parles de moi en tant que French lover, mais peut-être la star mondiale, tu vois, de la musique, mais rien ne pense jamais dans sa vie, cette fêlure initiale, le fait d'avoir été abandonné, le manque d'amour est impossible à rattraper. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se crée, quoi qu'il arrive, entre 0 et 5 ans. Bon là, on est avec des grands spécialistes de la pédopsychiatrie, je veux dire, qui ne se rattrape jamais. Donc je pense qu'il vaut mieux vivre avec la sensation de ne pas avoir confiance en soi, plus que de tenter de la consoler. Mais est-ce que, bon tu courage. est-ce que tu penses pas par ailleurs que les gens qui n'ont pas beaucoup confiance en eux font de bons amoureux, entre guillemets, justement parce que peut-être... Des French lovers, tu veux dire? Des French Oui. lovers, exactement. Parce qu'il y a cette impossibilité de croire que cette personne est avec nous, qu'elle nous aime, cette espèce de besoin constant de prouver à l'autre qu'il a fait le bon choix. Enfin, c'est pas... Je comprends tout ce que tu dis sur les blessures d'enfance et je pense que tu as raison, mais je pense qu'il y a une réparation possible dans l'amour que tu n'as pas eu, mais que tu vas donner peut-être, tu vois, de façon beaucoup plus désespérée, dans un sens, dans l'espoir qu'on t'aime, qu'on aime le petit enfant qui n'a pas été suffisamment aimé ou mal aimé. Je pense qu'il y a une possibilité de réparation. Mais ta question était très, très sensée, parce que c'est vrai que quand on n'a pas confiance en soi, comment pourrait-on finir par croire que l'autre n'a pas fait une erreur en se mettant avec nous et susciter une espèce de forme de méfiance permanente? Mais il y a moyen de se battre, je pense, contre ça en essayant d'être constamment mieux que soi. Et c'est un moteur tout à fait efficace. C'est exactement ce que j'ai voulu dire, mais voilà la version plus brillante, quoi. Oui, c'était quand même bien mieux. Bon, alors je me rends compte que j'ai cru que je n'avais pas encore réglé mon réveil depuis le changement d'heure en octobre. T'as reçu un texto d'une fille? Attends, oui. qu'est-ce qu'elle dit? Le Monde. Quand est-ce qu'on se revoit, mon chéri? Croix. Ah bah dis donc. Donc il nous reste 10 minutes. Non, mais c'est passé tellement vite. Moi, je sais pas quelle question je pose. Non, il nous reste... Eh, mais ça se termine... Ah oui, 12h30, j'ai eu peur. C'est vrai qu'on s'ennuie tellement avec nous que le temps passe. Ah, il y a encore 40 minutes à les supporter. Quelle galère. Moi, j'ai tout dit depuis longtemps. Mais cela dit, j'ai trouvé que, en tout cas, au-delà du débat, moi qui étais un peu... j'ai fini mon prochain roman, là, j'étais un peu en panne d'inspiration. Entre le contrôleur aérien là, qui a des problèmes sentimentaux et qui fout les avions en l'air, et surtout cette idée extraordinaire on enferme les gens, on hospitalise les gens qui ont trop confiance en eux. Mais moi, je rentre cet après-midi, je vais bosser, on dirait un film de Lantimos. Moi, je viens vous les faire voir, vous allez voir, ils sont impressionnants, ils font peur. Michel Lejoyeux, vous voulez rebondir sur ce qu'on s'est dit ou on passe à la... Un petit mot sur, au fond, ce vis-à-vis de quoi on a le moins confiance. Quand on n'a pas confiance, ce qui est le plus intimidant, nous, on a quand même beaucoup travaillé ça et fait un peu des recherches. De quoi avons-nous le plus peur? Eh bien, une des choses dont on a le plus peur, c'est d'exprimer des émotions positives. Ce qui est le plus intimidant, c'est de dire merci à quelqu'un. Ce qui est le plus intimidant, c'est de dire un compliment à quelqu'un. Tu te fous de moi, pourquoi tu me dis ça? Et qu'est-ce que tu as à te faire pardonner? Enfin, vous imaginez, ce soir, vous rentrez chez vous, votre amoureuse, votre amoureux, vous dites t'es formidable. Enfin, il y a immédiatement une suspicion. Si râle comme d'hab, vous dites c'est bien. Qu'est-ce que tu es allé faire un dimanche à la Sorbonne? Donc tout ça se passe normalement. Donc, une des choses qu'on peut travailler, et qu'on peut travailler de manière comportementale, c'est la capacité à dire des compliments. Donc à exprimer sa gratitude. Et déjà, quand on cherche à exprimer sa gratitude, on cherche des motifs de gratitude. Ouais, c'est vachement différent. On a tous 1000 motifs de reproches. Ceux-là, ils nous viennent super facilement. Mais à qui je pourrais dire merci et pourquoi? Donc déjà, on se met dans une posture psychologique différente. Et dans ce manque de confiance, il y a beaucoup de timidité. Et il y a beaucoup de timidité, contrairement à ce qu'on pense, vis-à-vis des émotions positives et des messages positifs, alors qu'on voit bien que des couples peuvent vivre toute une vie en s'envoyant de vagues piques un peu désagréables, mais qui ne sont finalement que des choses un peu timides, parce qu'on n'ose pas aborder ce qu'on doit vraiment à l'autre. Donc faites cet effort-là. Voilà, j'ai 1 minute où je fais le psy avec vous, ça ne durera pas. Faites ce truc-là. Il y a même un exercice que j'ai trouvé qui est, au fond, vous prenez une belle feuille de papier. Vous voyez, on est entouré d'immenses écrivains. Donc vous prenez une belle feuille de papier, vous l'écrivez à la main.
à la plume et vous écrivez les 3 raisons pour lesquelles la personne qui compte le plus dans votre vie, vous avez envie d'exprimer de la gratitude. 3 motifs de gratitude. Et vous lui offrez, vous allez voir, l'ambiance va un petit peu changer par rapport à d'habitude. Merci beaucoup. Bon, alors maintenant, vous allez entendre la meilleure question de la matinée. Pour la simple et bonne raison qu'elle est posée par ma fille. Bah, qui ne l'a pas préparée elle-même. Elle remplace un autre étudiant qui... Bonjour, je m'appelle Roxane Le Foll. Et aujourd'hui, j'avais une question assez générale à vous poser. Pourquoi, selon vous, la confiance est-elle plus difficile à construire qu'à détruire? C'est trop brillant. Je sais pas de quel univers tu viens. Donc là, il faut une super phrase, hein, donc c'est pour toi. Non, il faut que je réfléchisse là. Non, mais c'est passionnant comme question. Tu peux me le répéter? Et c'est plus difficile à construire. Ah ouais. Non, à détruire. À détruire qu'à construire. Qu'à construire. C'est ça qui est intéressant. Jean-Claude Kaufmann. Mais peut-être pas chez tout le monde, c'est ça la d'ailleurs, question? Non, mais... Ah, c'est l'inverse. Attends, vas-y, redis-la, parce que c'est vrai que tu suscites un débat au sein de la Sorbonne. Au sein de l'amphithéâtre Richelieu, tu te rends compte, tu lances une polémique, un pavé dans la mare. Moi, ma question, c'était pourquoi elle était plus difficile à construire qu'à détruire? Non, mais moi, ma réponse, c'est parce que c'est comme ça. C'est parce que c'est comme ça. C'est comme ça se construit tous les jours, par les petits gestes du quotidien. Effectivement, on a 1000 petits agacements, petites insatisfactions qu'on refoule, qu'on exprime plus ou moins de manière indirecte. Ça fait 15 jours que je passe le balai, je suis agacé. Si je le dis, ça va déclencher une crise. Je laisse le balai à l'entrée. C'est la cuisine où on va manger. Hein, c'est là où ça se passe. Hein, on fait un effort tous les jours. On construit. Je ne parlerai pas que de la confiance. Parce que la confiance, on a l'idée avoir une confiance comme une confiance aveugle dans les aiguilleurs du ciel, par exemple. Mais avec le partenaire conjugal, ce n'est pas simplement cette confiance, c'est une reconnaissance mutuelle. C'est un soutien mutuel à l'estime de soi qui nécessite la confiance. Mais c'est un travail. Le couple, c'est du boulot, hein, au quotidien. Et effectivement, c'est tous les jours, ça se construit. Et ça peut un peu se déconstruire par une petite trahison et tout ça, ou alors il y a le gros événement qui effectivement arrive d'un seul coup. Alors pourquoi ça arrive d'un seul coup? Donc là, c'est les romanciers qui répondent. Emma? Alors... Tu n'es pas obligé de répondre, hein? Non, mais je cherche une réponse intelligente à une question Brillante. qui l'est, brillante, effectivement, oui. Mais je des pense réponses qu'effectivement, définitives, il y a des questions il doit y avoir des réponses tout à fait pragmatiques, certainement en psychologie du développement. De quoi dépend la confiance en soi d'un enfant? Comment est-ce que les parents peuvent faire en sorte que cet enfant grandisse en se sentant armé face au monde? Peut-être que tout simplement notre difficulté à nous faire confiance est le témoin de ce petit naufrage qu'on fait tous, qui est la différence entre ce que nos parents nous renvoient de nous-mêmes et puis le moment où on devient assez grand pour rentrer en contact avec la réalité sans l'aide de nos parents qui ouvrent la voie, et soit que nos parents nous aient élevés comme des petits rois, effectivement il y a une certaine déception, ou alors nos parents nous ont élevés un peu toujours dans l'adversité, dans le besoin de se prouver, et là c'est un combat qui continue éternellement. Mais peut-être que c'est rassurant qu'il soit plus facile de détruire la confiance que de la construire, à moins d'être boursouflé de sa propre importance. Je pense que c'est une preuve de santé que d'être ouvert, d'être très, perméable au regard et aux critiques des autres. Michel Le Joyeux. Alors déjà, vous avez une grande chance, vous ne la mesurez pas à quel point, c'est que je ne sois pas psychanalyste. Vous imaginez, si j'étais psychanalyste et que j'interprétais le fait qu'une jeune fille pose une question à son papa, mais heureusement, la psychiatrie... Et là, je peux vous dire, c'est long, c'est cher, une dizaine de séances, hein. Vous êtes d'accord, David? Moi, donc, et voilà. Et moi, je suis pas psychanalyste. On fait plutôt de la neurobio, on fait plutôt des techniques. Donc là, vous avez eu de la chance. Ça aurait pu être plus. Vous voyez, j'ai des collègues quoi. Plus sérieusement. Il y a un auteur qu'on utilise beaucoup en psy. Alors, en plus des grands auteurs que vous êtes là, qui est Alain. Et Alain
moi, j'ai une marotte pour Alain. On a juste eu des petites choses. On s'est aperçu que politiquement, c'était pas forcément génial tout le temps, Alain. Enfin bon. Alain a dit quelque chose qui est définitif. Le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. C'est la base de tout travail psychologique. Tout contribue à nous rendre pessimistes. Tout contribue à nous rendre méfiants. Tout contribue à ce qu'on se sente mal. On peut, par des petits combats, et vous le disiez, Jean-Claude, c'était vraiment ça, c'est-à-dire au fond, ces petits combats. Et Alain disait un autre truc qui était très joli, dont je me sers beaucoup aussi. Il disait, moi, je préfère le menton au front. Ça veut dire quoi? On lève un peu la tête, on prend un peu d'assurance, plutôt que de se prendre la tête au sens propre et de réfléchir. Donc si on réfléchit, ça va être compliqué. Et c'est pas parce que l'absence de confiance et de structure qu'au fond, il n'y a pas la place pour des tout petits combats, qui deviennent d'ailleurs des combats agréables, qui sont des combats ou d'optimisme ou de confiance. Excusez-moi, je vous remercie beaucoup d'en avoir parlé parce que je pense vraiment que les propos sur le bonheur sont un petit manuel quotidien de confiance en soi, de bonheur, d'entraînement au bonheur, comme à une gymnastique. Et c'est vraiment une lecture que je recommande à n'importe qui se sent un peu empêché, qui a besoin d'une béquille. Je l'ai tranquillement pillé dans mon dernier livre, donc je suis tranquille. Ah, bah merci, merci beaucoup. Alain dit une autre chose qui est formidable. Il dit, je pense de manière très inquiétante à quelqu'un qui aurait tout le temps confiance en lui et qui n'aurait pas de désir inassouvi. Imaginez ce que serait notre vie si on n'avait rien à compléter, si on n'avait rien à avancer. On va prendre une dernière question d'étudiants et puis après on ouvrira. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Marguerite, je suis à l'IESEG, c'est une école de commerce. Ma question porte sur un thème qu'on a un peu abordé tout à l'heure, c'est par rapport à la trahison. La déception et la trahison sont-elles indispensables pour développer la confiance en soi et également en couple? Qui veut répondre? Spontanément, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. Mais bon, vu qu'on vient de citer Alain, je me sens un peu léger dans mon niveau intellectuel, mais voilà, spontanément, non, il me semble que c'est plutôt le contraire. Enfin, cette question cette question va dans le sens que vient de dire Michel Le Joyeux en citant Alain, c'est que notre travers est le pessimisme. Oui, mais là, on est sur une école de commerce, là. Donc, je pense que ça porte plutôt sur le fait que la trahison est un peu nécessaire dans un couple ou dans la vie de tous les jours pour construire une confiance, et sans, on s'ennuierait un peu. Moi, je pense qu'en fait, tu évoquerais plus l'idée de l'échec. L'idée de l'échec qui peut être constitutif à la nécessité de se construire et d'accumuler la mélancolie ou l'amertume nécessaire pour peut-être pouvoir, dans un deuxième temps, dégager une forme de force et de compréhension des choses pour éviter les déceptions à venir. Mais la trahison, je ne crois pas que ça puisse être une force qui puisse nous constituer par la suite. Oui, je crois que c'est une question un petit peu provocatrice, effectivement, parce que si on entend trahison sentimentale et amoureuse, alors ça révèle, la question permet de révéler un petit peu la mentalité d'aujourd'hui. On est dans une société de la séduction généralisée. On défend l'image de soi, même pour aller chercher son pain chez le boulanger. Il ne faut pas rater son coup. Si on fait tomber, enfin on ne paye plus avec des pièces maintenant, mais si on les fait tomber par terre, on peut prendre des mauvais points partout. On se met en jeu de manière continuelle. En plus, on est dans une société où la trahison amoureuse est extrêmement facile. Il y a même des applications sur Internet qui permettent de faire ça en garantissant l'anonymat, etc., etc. Tu m'as l'air bien au courant. Non, mais je travaille là-dessus, quoi. Et puis, on est dans une société de l'individu. Le couple, aujourd'hui, il part de soi. On rajoute l'autre dans sa vie, quoi. On veut vivre avec lui sans trop qu'il dérange, d'une certaine manière. Et puis, rester soi. Donc, du coup, il y a des trahisons. Il y a plus de trahisons, des petites, des moyennes, des grandes, partout, sans cesse. Et regardons un sondage, j'utilise un peu les statistiques quand même, sur la fidélité aujourd'hui. On interroge les couples. Que vont-ils répondre? Est-ce que c'est très important d'être fidèle dans le couple? Et le résultat,
c'est digne d'une élection en ex-URSS ou même en Russie aujourd'hui. C'est 96 ou 97%. Alors on interroge sur la fidélité. 96% qui disent quoi? Qui disent qu'il faut être absolument fidèle. Mais la c'est question comme est posée sur le partenaire conjugal. C'est comme quand on interroge les gens sur qu'est-ce qu'ils regardent à la télé, ils répondent tous Arte. 99% regardent Arte. Oui, bien sûr. Il faut se méfier des sondages. Il y a aussi. Mais là, quand même, le chiffre est monumental. Et ça dit quelque chose. C'est qu'on a besoin de cette relation de confiance fondatrice avec l'autre qui présuppose même une certaine exclusivité. Il y a une envie aujourd'hui du jeu amoureux, du polyamour, et que ça, c'est quelque chose qui se développe très très fort chez les très jeunes couples aujourd'hui. Le trouble. Le trouble aussi, mais le trouble c'est limité, c'est 3. Hein, on peut avoir plus. Donc il y a cette idée dans cette société de l'individu, du jeu, de la liberté. Vivons ces expériences et nous ne nous casons pas avec avec un partenaire comme ça, peut-être pas pour la vie, ça n'existe plus, mais sur la longue durée, etc. Eh bien si c'est dans les attentes très fortes, d'avoir une relation, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ce partenaire avec qui on a confiance, qui permet de tisser une relation de restauration de sa propre estime de soi dans un jeu mutuel. C'est l'amour au quotidien, d'une certaine manière. Et ça explique ce besoin. Confiance, ça veut dire, malgré tout, cette idée de la fidélité. Donc, non, moi, je ne crois pas que la trahison va restaurer la solidité du couple, pas du tout. En tout cas, juste pour apporter une précision, une réponse économique à votre question, j'ai lu l'autre jour un article très intéressant dans les Échos qui expliquait que le business de la trahison amoureuse, qui était toutes ces applis et tout, apparemment, c'est pas un très bon investissement. Emma. Ah non, on n'a pas attendu les applis pour faire ça. Enfin, je veux dire, l'idée d'une application qui vous permet de tromper votre mari ou votre femme, enfin, c'est l'assurance de se faire choper rien qu'en voyant l'onglet. Enfin, c'est complètement contre-productif. Là, pour le coup, il faut quand même avoir un peu de goût dans la tromperie et faire en sorte que l'autre ne puisse pas le découvrir si tel est le but. Et si c'est le but qu'on s'est fixé, il faut absolument garder ça en ligne de mire et ne pas en dévier. En revanche, la question, moi, je la trouvais très intéressante dans le sens où l'amour nous a été marketé comme un sujet tellement sacré, tellement grave. Enfin, regardez l'éducation qui a été faite par les contes de fées, par les Disney, enfin c'est plus ma génération à moi, mais enfin on est quand même grandi dans le culte d'un amour qui viendrait tout réparer, après lequel il ne se passe rien. Et donc forcément, quand on commence à avoir des histoires, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça, qu'il y a effectivement des frictions, il y a des compromis à faire, et puis il y a des choses, il y a des coups durs dont il faut se relever. Et je crois que si les coups durs, ce que tu appelles les trahisons, mais je pense que tu parles peut-être plus de petites choses qui comme ça ne passent pas au quotidien, je pense qu'au contraire, si ça n'est pas bon pour le couple, c'est peut-être bon pour soi, et peut-être que ça constitue au bout du compte un arsenal qui va faire qu'on est plus armé pour avoir des histoires plus constructives, c'est-à-dire qu'on comprend mieux son seuil de tolérance, on comprend peut-être mieux, la différence, enfin l'autre en tant qu'étranger qui arrive dans cette histoire avec son langage, ses codes, et auquel il faut s'adapter. Je crois qu'il est plutôt sain que les relations soient aussi une question d'adversité et pas juste de bonheur béat qui finit par nous serrer aux entournures. Moi, je vous propose maintenant de passer à la question de la salle. On va ouvrir pour les dernières 20 minutes. Oui. Bonjour. Bonjour, je m'appelle... Allô, ouais, on m'entend? Oui. Bonjour, je m'appelle Rémi, donc je suis étudiant en sciences politiques, et moi j'avais une question à vous quatre. Vous parlez beaucoup de la confiance en soi, etc. Est-ce que vous pensez que le manque de confiance en soi peut être un frein à une relation saine? Parce que vous dites que c'est important d'avoir un manque de confiance, enfin que tout le monde a un manque de confiance en soi, que même ceux qui ont trop de confiance en soi, on les interne. Est-ce qu'un manque de confiance en soi trop important... C'est encore mieux cette option. Déjà, on reproche beaucoup de choses aux psychiatres. Mais est-ce qu'un manque de confiance en soi trop important peut détruire une relation? À essayer de tout le temps demander la validation de l'autre, etc. Est-ce que c'est pas en fait un frein à une relation saine et à une pérennité dans la relation? Pas que dans le couple, hein. De manière générale, je pense que c'est un frein à l'estime de soi et à la possibilité d'accomplir des choses. Mais ça peut être aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, un moteur.
Vraiment. Moi, je pense qu'on se nourrit beaucoup de nos fragilités. On se nourrit beaucoup de l'incertitude de nous-mêmes. Oui, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure. Faut surtout pas avoir dans la tête l'idée, d'abord je reconstitue mon estime de soi et après je vais pouvoir m'engager en couple, quoi. Non, alors là, c'est mal barré, quoi. Au contraire, la relation, on en a parlé tout à l'heure, hein, donc là je vais rien rajouter là-dessus. Le début de la relation en couple, si ça se passe bien, il y a eu toute une série de conseils qui ont été donnés qui étaient absolument super, ça va permettre de commencer à établir sa propre estime de soi progressivement. Le risque, par contre, c'est sur la longue durée. Quand on est dans cette relation un petit peu asymétrique du partenaire qui aide à reconstituer l'estime de soi, on peut entrer dans une situation de dépendance et d'emprise vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que si ça se passe un peu mal, on n'aura pas les ressources pour se dire il faut que j'arrête, il faut que je dégage. Donc, sur la longue durée, mais de toute façon, on est toujours avec une réflexion à 2 niveaux dans le couple. On a le premier niveau qui est le plus conscient, qui est très sincère, qui est le travail d'intégration conjugale. Tous les jours, on construit un monde à 2. On construit un monde, c'est pas n'importe quoi ce qu'on fait. On construit un monde de valeurs, je l'ai dit tout à l'heure en critiquant les amis et la famille, tout ça, on construit un univers matériel, une esthétique, etc. Donc, tous les jours, on construit ce monde qui nous... Non, je suis parti sur une explication trop longue, donc je passe. Parce que là, oui, Michel, oui. Pour faire le lien entre les deux questions, et notamment votre question sur l'impact des trahisons, on est probablement aujourd'hui dans une société d'excès de résilience, vous voyez. C'est-à-dire, au fond, moi, il y a 2 mots que j'essaie d'enlever du vocabulaire de mes patients, 2 verbes, c'est gérer et positiver. Vous voyez, il vous est arrivé une horreur, ouais, c'est formidable, vous allez la positiver, vous allez voir comme vous serez mieux après. Quand vous êtes face à quelqu'un à qui il est arrivé une cata, si vous lui dites ça, c'est totalement insupportable. Si vous vous dites ça, c'est totalement insupportable. Mon excellent copain Boris Cyrulnik dit, moi j'ai inventé la résilience, j'aurais adoré ne pas avoir à l'inventer et ne pas avoir à traverser ce que j'ai traversé dans les années 40. Donc faisons attention à ne pas, j'allais dire, trop valoriser échec, trauma, manque de confiance. Au fond, il n'y aurait plus qu'en psy dans ce domaine de médecine. Quand vous toussez, le pneumologue vous dit bah, c'est peut-être pas génial que vous toussez, on va essayer de vous empêcher de tousser. Quand vous avez subi une trahison, quand vous manquez de confiance, peut-être qu'il faut repérer ça comme une difficulté et être capable de l'affronter. Vous aviez gentiment cité mon précédent bouquin qui s'appelait En bonne santé avec Montaigne. Montaigne disait quelque chose de très beau. Il disait on est tous tristes. Et je ne reproche à personne d'être triste, mais il y a une chose que j'interdis, c'est d'aimer sa tristesse, de se fabriquer un musée de la tristesse. Donc si vous avez votre musée, votre salon, avec tous les mecs ou toutes les dames qui vous ont fait des horreurs, toutes les galères de votre vie, les écrivains qui sont avec nous montrent comment justement ils peuvent les transcender. Ne vous croyez pas obligés de trouver forcément du sens à un accident, à un trauma. On va évidemment le dépasser, mais ne rajoutons pas à l'émotion négative la nécessité d'en faire quelque chose de positif, qui est probablement quelque chose de la modernité aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on a une telle tendance à se vautrer justement dans la tristesse, dans ce musée-là ? D'où vient ce penchant ? Est-ce que tout est explicable par la mélancolie naturelle de l'homme ? Quel est le confort là-dedans ? Je crois que c'est une vraie contrainte sociale. Si vous allez sur un plateau et que vous dites bah, l'économie c'est plutôt pas mal et on n'est peut-être pas si mal géré, la politique c'est pas mal, on vous sort immédiatement. Vous voyez, vous restez pas un instant. Moi je l'ai tenté une fois, je sais plus si c'était sur BFM ou CNews. J'avais dit qui pourriez-vous remercier des gouvernants qu'on a et qui essaient de se débrouiller avec une situation pas simple ? C'était infiniment plus transgressif que de dire on est entouré d'incapables, de criminels, etc. Donc il y a une sorte vraiment d'obligation, de conventionnel de la tristesse. Et aujourd'hui, oser dire qu'on essaie d'avoir une vie plutôt pas trop catastrophique,
une vie heureuse, comme vous l'avez dit, et ben c'est très transgressif finalement. C'est pour ça que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et quelquefois, avec des grands savants de la philosophie, je suis très frappé par leur passion pour la morosité, le traumatisme. Et regarde, j'en ai encore plus gros et plus terrible que le tien. Est-ce que, Emma, d'ailleurs, c'est pas ce qu'il y a de plus... ce qui est le plus transgressif dans ton livre, c'est présenter la passion, l'amour sous un jour beaucoup plus gourmand, joyeux, je dirais, sans jeu de mots, qu'une représentation assez dominante, très doloriste, très... Même bien. Tu fais... Il y a plus d'un monde entre Antonin, le personnage, et toi, et t'en fais pas une affaire non plus de lutte des classes, quoi, dans le livre. Un petit peu, un quand peu, même, mais enfin, bon. c'est pas surligné. Mais c'est bien ça qui est terrible dans la passion, c'est qu'il y a toute une partie de vous qui n'a qu'une envie, c'est être heureuse, qui ne s'est jamais senti vivre comme ça, qui n'a jamais été aussi beau, aussi adapté à la vie. Et puis à côté de ça, enfin, tout le malheur vient justement que ce bonheur est obscène au regard de ce que vous avez à faire. Vous avez quand même des enfants à élever, vous avez quand même un mari pour qui prétendre que tout va bien, vous avez quand même une maison à tenir. Donc il faut évidemment toujours, quand on parle de passion, faire cohabiter cette espèce de bonheur dégoulinant que personne n'arrive à comprendre et saisir, et les freins à ce bonheur qui sont souvent très très prosaïques et qui vous donnent l'impression que votre vie est, enfin, voilà, que c'est une vie de bête, quoi. On va prendre une question. Oui, peut-être madame. Je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a, de la même façon qu'il y a une injonction, je ne sais pas d'ailleurs d'où elle viendrait, de la société, de l'entourage, pour la performance, qu'il y a aussi une injonction à avoir une grande confiance en soi, voilà. Pas l'estime, mais confiance. Jean-Claude Kaufmann. Non, je dirais que ce n'est pas la même chose. Il y a une injonction, il y a toute une série d'injonctions. On est libre, en théorie on est libre, et puis en fait, dans aucune société, il n'y a jamais eu autant de normes et de règlements divers qui encadrent nos comportements. Et puis il y a des injonctions diverses. On est libre de manger à peu près ce qu'on veut, mais il y a des conseils très très fermes qui nous disent ceci ou cela. J'ai fait une petite étude, alors on parle encore de table, de bouffe. Je ne travaille pas que là-dessus. Mais allez regarder les conseils médicaux de la fin du 19e siècle. C'est assez hallucinant. En gros, il y a 2 conseils. Manger plus gras, et manger de la viande, et manger sucré. Et c'était logique à l'époque, parce que c'était l'époque de la famine, du rachitisme. On n'avait pas pris en compte encore les effets néfastes du sucre et de la graisse. Il y avait même mieux dans les conseils, manger de la graisse concentrée en petits cubes, ça venait d'être inventé. Donc là, c'était très bien. Et puis, c'était ce que la science... C'était pas des fake news, comme on dit, c'était les résultats de la science à l'époque. Et depuis, ça a évolué, donc on a changé de consigne. Il y avait aussi éviter les légumes verts qui nourrissent pas assez, qui sont trop légers, etc. Donc toute une série d'injonctions. Parmi ces injonctions, la performance, effectivement. Dans le couple, il y a toute une série d'injonctions. J'ai parlé de la communication transparente, etc. L'estime de soi, ce n'est pas une injonction, c'est une demande. Mais on l'a vu dans les questions aujourd'hui. Normalement, on ne parlait pas de l'estime de soi ici. On parlait de la confiance en les autres. Et on a parlé majoritairement de l'estime de soi. Parce que pourquoi ? Est-ce que j'ai 30 secondes pour... C'est le fonctionnement de la société d'aujourd'hui qui détruit l'estime de soi. Pourquoi ? On passe de cette société qui était cadrée, où on occupait des places, et il fallait simplement être à la hauteur des attentes d'une certaine manière, à une société nouvelle, où il y a encore des évaluations hiérarchiques, quelques-unes quand même, mais de plus en plus des évaluations horizontales. Il faut tout réussir dans la société aujourd'hui. Il faut même réussir ses vacances pour avoir un beau récit de vacances en septembre quand on rentre au boulot. Il faut même réussir sa météo, ce qui est complètement hallucinant. Parce que, là, on peut prendre des mauvais points partout. Et chacun, j'ai dit aussi qu'on critiquait gentiment les amis et la famille, ça nous permet de construire une culture commune, mais en même temps, on les aime bien, mais ça permet de leur mettre des petits mauvais points.
Et chacun va noter chacun avec ses propres critères d'évaluation. X, il dit qu'il a réussi sa vie parce qu'il gagne plein de fric et il nous en met plein la vue sur ses vacances dans un club 5 étoiles aux Maldives. Mais c'est complètement nul son truc et l'empreinte carbone pour aller aux Maldives dans son truc. Nous, on fait rando en Ardèche. Super top. Et on se met des mauvais points et X, on se met des bons points et X, il a des mauvais points. Donc on va l'enfoncer. Donc chacun se prend des mauvais points par rapport aux autres. D'où un travail, c'est les travaux forcés de la société d'aujourd'hui. Il faut reconstruire son estime de soi. On est dans un pessimisme aussi qui est redoublé à cause de ça, parce que on a on n'a pas une piètre image de nous-mêmes, mais on a peur que sous le regard des autres, on ne soit pas si bien noté que ça. C'est pour ça que ce conjoint va nous remonter le moral. Parce que sous le regard du partenaire conjugal, on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de bien et c'est pour ça que cette relation fait du bien. Donc je ne crois pas que ce soit... C'est une injonction d'une certaine manière du mode de fonctionnement de la société qui détruit l'estime de soi et qui nous pousse à la construire. Mais c'est de nous-mêmes. C'est une quête existentielle obligatoire. Non, ce n'est pas une belle phrase, hein, c'est un petit livre en dessous quand même. Hein. Bon, il nous reste 10 minutes. On va essayer de prendre encore 2 ou 3 questions. Alors, madame, mais on donnera aussi la parole un peu. Les gens qui sont en haut dans les amphithéâtres sont pénalisés, j'ai remarqué. Hein. La France d'en haut est vraiment méprisée. Oui, bonjour, je m'appelle Suzelle. Je voulais savoir, s'il vous plaît, quelles étaient les différences en termes de répercussions psychologiques dans la perte de confiance, entre la perte de confiance dans la famille, dans l'amitié ou dans l'amour. Michel Joyeux, peut-être? Oui, je vois mes collègues me lâcher, là, et me regarder. Elle s'est clairement adressée à toi. Hein. Avec intérêt. Merci David, je suis très... Alors, très clairement, on n'en sait rien. Vous imaginez, moi, si on veut, soit je vous dis un truc comme ça, un peu au pif, soit on essaie de trouver une étude qui puisse valider les différences de ça. J'ai aucune donnée épidémiologique ou de recherche qui puisse permettre de raffiner ça. J'ai juste une petite, je vais faire comme les psychanalystes, je vais répondre à une question par une autre réponse. Il y a une étude récente qui a pris des soldats américains au moment de leur incorporation et qui a comparé ceux qui souriaient et ceux qui ne souriaient pas. Sur la photo, vous n'êtes pas super content quand vous êtes incorporé dans l'armée. Ceux qui souriaient, c'est une étude qui a daté d'il y a très longtemps, ont eu plus d'espérance de vie, plus de copains et globalement un salaire meilleur. Et puis nous, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut aussi beaucoup de confiance pour croire ce que vous disent les docteurs. Vous savez, quand un docteur vous dit qu'il ne faut pas être bourré tous les soirs, mais il faut énormément de confiance dans les choses. Et donc, pour dire les choses, je ne sais pas séparer les différents aspects de la confiance, mais globalement, une confiance en soi est un facteur de santé. Pardon de ne pas répondre. Alors, je reprends la parole. Après, c'est la dernière fois, hein, je ne causerai plus parce que je viens de parler 2 fois de suite. Très, très rapidement, on est dans des relations de confiance mutuelle avec le partenaire conjugal, avec la famille, avec tel ami. Mais tout ça, ce sont des confiances particulières. Et parfois, il faut les hiérarchiser, surtout quand il y a des moments d'intersection. Vous êtes, par exemple, invité dans un repas, dans la belle famille, hein, et vous êtes là, le jeune couple. J'ai un cas que j'avais interrogé, très intéressant, donc un tout jeune couple. Ils étaient invités chez les parents du jeune homme. Et la maman l'appelait bébé, d'ailleurs, son fils. Quoi. Et bébé, son gendre, elle l'appelait bébé? Elle l'appelait, mais c'était son... non. Ah, c'est pas son gendre. Ah, pardon, son fils. Son fils. Elle l'appelait, c'était bébé, c'était resté bébé. Et bébé, il n'arrêtait pas de demander conseil à sa mère, même pour les recettes de cuisine. Alors que sa femme, c'est elle qui faisait la cuisine, d'après ce qu'elle disait, c'était succulent. Elle était extraordinairement agacée dès que bébé allait demander des conseils à sa maman. Donc là, ça montre quoi? C'est que dès qu'on entre en couple, la relation de confiance conjugale, elle est prioritaire par rapport à l'amitié, ou alors il faut le faire en secret dans l'amitié, hein, et même par rapport à la famille. Même fils de et fille de, ça passe après. Stop, je ne parle plus. Question. En tout cas, tu m'as donné faim. Bonjour. Oui. Super, vous m'entendez? On ne vous voit pas. Je suis là.
Où êtes-vous? Ah, pardon, bonjour. Pardon. Moi, je suis enseignante de français dans un lycée. Et du coup, notamment avec ma classe de seconde, au programme, il y a la poésie courtoise que j'ai étudiée avec eux. J'ai essayé de leur montrer aussi les travers de cette poésie dont on a hérité aujourd'hui certains codes encore, notamment accepter de mourir par amour, que toute trahison justement est insurmontable. Et je voulais vous demander, est-ce que vous auriez des références, et puis je pourrais user de ma liberté pédagogique pour éventuellement aménager certains de mes cours. Quelles sont vos références, vous, des livres qui vous ont donné confiance en vous, peut-être quand vous étiez adolescent, puisque c'est ça que je cherche à recréer avec mes élèves. On voit que c'est aussi une génération qui a connu le Covid, et donc le lien avec l'autre est plus compliqué pour eux. En tout cas, c'est ce que je perçois. Donc je voulais savoir, je serais curieuse d'avoir vos références. Oh, l'amour courtois, c'est pour toi, David. Hein. Moi, c'est Tom Tom et Nana. Ah. Je crois que la personne qui a c'est créé pour vient ça, de mourir. c'était un hommage. Ah oui. Un hommage D'accord. discret. En termes de confiance en soi, vous voulez dire, ou est-ce que des livres qui parlent d'amour, mais peut-être de manière un peu différente, un peu plus actuelle Disons des livres qui vous auraient donné envie de vous lier aux autres, justement, qui auraient su créer cette confiance envers les autres, envers nous. Je pense que de toute façon, c'est intimement lié. Donc des livres qui vous auraient donné envie de vous lier aux autres. En tout cas, certainement pas l'amour courtois, je pense. Enfin, peut-être exactement son contraire. Je peux vous dire ce qui, moi, m'a traumatisée, c'était Stendhal, par exemple, où je trouve que vraiment, il n'y a pas la moindre... Enfin, ce sont des personnages avec lesquels je ne me sens aucune proximité, mais je crois que c'est bien là la magie de la littérature, c'est qu'on peut tout à fait s'identifier à Fabrice Del Dongo, là, aujourd'hui, maintenant, parce qu'il y a quelque chose dans la littérature qui transcende ça, mais je ne vois pas pourquoi vous avez... cette urgence de vous éloigner des codes de l'amour courtois. Qu'est-ce que vous trouvez gênant dans l'idée de mourir par amour? En quoi est-ce que ça serait un code Parce que je ne suis pas sûre qu'il faille enseigner aux élèves de pouvoir tout sacrifier pour une personne. Non, mais ça fait partie des choses que personne ne fait, à part les gens dans les livres. Enfin, je veux dire... Non, mais par exemple, ce qui a été intéressant avec eux, c'est que j'ai comparé deux styles, c'est-à-dire la ballade. Leur ai parlé de Guillaume de Machaut, où il explique que la femme aimée ne l'entend pas, elle a une vipère dans l'oreille. Et j'ai comparé ça à une ballade de Christine de Pisan, dans laquelle elle dit « Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage ». Et donc, elle montre aussi les travers de cet amour où l'homme la quitte en l'accusant de l'avoir trompée, alors qu'en fait c'est lui le trompeur. Et j'ai trouvé ça intéressant de mettre en perspective ces deux poèmes pour leur montrer que vouloir absolument mourir par amour, est-ce que c'est pas aussi faire porter un poids à l'autre qui est beaucoup trop lourd? Si, ça pour le coup je suis tout à fait d'accord, c'est une question de charge mentale alors, et là j'adhère voilà. Complètement. Et donc c'est pour ça que je voulais vos références, pourquoi pas aussi des romans qui eux leur donneraient envie de créer cette confiance. Et ça va, vous, en ce moment, sinon? C'est pas facile. Je suis un peu rentrée dans une maison en feu. Hein. J'avais envie, surtout en Sorbonne, de dire un mot d'une philosophe des Lumières insuffisamment connue, parce que c'était probablement la seule femme, la fille du banquier Necker, que moi j'adore, qui est Madame de Staël, et qui a écrit le Traité des Passions. Madame de Staël, elle avait un amant par pays d'Europe, elle était européenne, et elle défendait des passions très gaies. Et nous, on s'en est servi en médecine. Quand il a fallu décrire une addiction, on a repris les critères de Madame de Staël. Donc lisez, c'est très iconoclaste et très sympathique, le Traité des Passions de Madame de Staël, en pensant à quel point, effectivement, cette pensée a été sous-reconnue, parce que, à l'époque, les philosophes des Lumières étaient forcément des hommes un peu encyclopédistes et éventuellement un peu sinistres. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui l'écrivain qui a été consacré comme celui qui était censé dire ou écrire tout haut ce qu'on ressentait tout bas, c'est donc Michel Houellebecq. Sa vision de l'amour, du désir, elle n'est pas très joyeuse. Est-ce que ça donne confiance, Houellebecq? Ça dépend. Ouais. Sexuellement, il y a des finitions assez joyeuses. Il a l'air heureux, en tout cas, lui. Oui. Non? En vieillissant, oui. On va prendre une autre question. C'est de Madame de Staël à Houellebecq. Et Tom Tom et Nana. Voilà. Il faudrait que tu nous expliques un peu Tom Tom et Nana. Peut-être ça fera l'objet d'un autre débat. Madame? Ah, ça sera la dernière question, parce que là, cette fois, il est vraiment l'heure. Hein. Ouais. Alors, comment construire une relation amoureuse quand on est détruit par le travail?
Ce qui est notre cas. Pardon, monsieur, excusez-moi. Merci. Détruit par le travail. Alors, si je fais du mauvais esprit, comment garder une relation heureuse quand on ne travaille plus du tout? Non, c'était du mauvais esprit, ça. Il y a un vrai sujet, c'est la scansion des temps. Et ça, pour le coup, il y a des choses très pratiques. Nous, on a même des séquences spécifiques là-dessus. Il faut que ce soit porté par l'entreprise et par les personnes. Il faut une sorte de sanctuarisation des temps. Il y a des temps où on travaille et des temps où on est complètement disponible pour la relation intime. Je donne souvent cet exemple dans la vie. Vous n'imagineriez pas, là, par exemple, si notre amoureux ou notre amoureuse nous appelle, on ne va pas dire « tiens, je la prends au téléphone ». Ben, c'est exactement pareil. Dans nos temps intimes, on ne doit pas plus être détourné. Et c'est là où l'Internet, on revient à ces trucs-là, la réponse, on a des moments où on est complètement disponible pour l'autre. Et puis si on peut parler d'autre chose que du travail, mais je parle sous le contrôle du spécialiste de ça, moi j'aime bien l'idée. On va prendre une toute dernière question. Oui, alors, je sais pas. Moi, je veux pas forcément plomber tout le débat, mais ce qui m'intéressait, ce serait d'avoir des distinctions conceptuelles que vous n'avez pas faites pendant tout le débat entre confiance. Ah, il nous reste une estime. minute. C'est juste pour poser comme matière à réflexion pour plus tard, pour les gens qui sont dans la salle et pour vous-même, je pense. C'est sûr. Non, mais c'est des. Je vois pas. Pardon, je vois pas ce qui a marqué sur votre t-shirt. Non, c'est un t-shirt. Qu'est-ce qui a marqué? Marqué Old Navy. Ah, pardon. C'est pas facile. Mais donc, pour reprendre les sujets dont vous avez parlé, comme trahison, déception, transparence dans les relations, ainsi de suite, il y a des différences conceptuelles importantes à faire sur la confiance, sur l'estime, sur l'intériorité et sur l'intime. C'est 4 choses qui sont radicalement différentes et qui en fait influent sur les 4 domaines. Et du coup, toutes les questions, elles ont beaucoup d'intérêt si on prend en compte ces différences-là. Et je parle notamment aux psychiatres parce que c'est intéressant et qu'il y a beaucoup de différences à faire. Je vais le défendre. On cherche toujours les psychiatres parce que nous, en concept, on n'y connaît rien en théorie. Vous savez, nous, on bricole. Non, moi, moi, c'est bien pour ça que j'ai fait de la psychiatrie, vous voyez, pas de la psychiatrie. Moi, c'est plus par intérêt personnel, parce que moi, je fais beaucoup de psychanalyse, mais je fais aussi beaucoup de philosophie. C'est pas grave. Et c'est là-dessus que ça m'intéresse. Merci beaucoup. En tout cas, je suis désolé si le débat n'a pas été à la hauteur. Moi, ça, tu viens d'aggraver mon... Tu viens d'aggraver vraiment mon manque de confiance en moi, là. Bon. T'es incroyable, toi. Hein. Alors, c'est l'heure. Donc, je voulais vous remercier tous. C'est peut-être l'hypoglycémie aussi. Bon, je vous incite à vous replonger ou plonger dans les livres de nos invités. L'homme reconstruit, la vie heureuse, le mal joli, Montaigne. C'est quoi? C'est le dernier? Le dernier, c'est L'aventure de la bonne humeur, sorti la semaine dernière. Et ben voilà. Point, c'est fait l'écho. Bon, merci. Merci encore. Et merci à Sébastien Le Foll.